Nous sommes au tournant du mois d'août et du mois de septembre. La bataille d'Angleterre bat son plein. Et il s'est passé quelque chose d'inouï, c'est qu'à la suite de bombes tombées sur Londres, Churchill a donné l'ordre d'aller bombarder Berlin. Ces événements, nous n'allons pas les voir, parce que aujourd'hui, pour commencer, nous verrons les actualités qui ont été vues par les Français de zones occupées, et l'anesthésie du peuple français continuant. Ces actualités sont pour l'essentiel d'origine allemande. On ne parle pas de la bataille d'Angleterre. On n'y parle pas non plus du bombardement de Berlin. Ensuite, nous verrons les actualités allemandes, et pour ces deux, nous serons en compagnie de Klaus Wenger, notre spécialiste des rapports franco-allemands. La 28e foire allemande de l'Est vient d'être inaugurée à Königsberg par M. Fonck, ministre du Reich. La meilleure preuve de la situation prépondérante de l'Allemagne dans les régions de l'Est européen est fournie par la participation de plus de 2000 exposants allemands et étrangers venant de 15 États. Le nombre des visiteurs, environ 400 000, est de 70% supérieur à celui de l'année précédente. Les inventeurs allemands trouvèrent un jour la masse de graphite et d'argile qui sert à la fabrication des mines de crayons. Ce principe perfectionné est la base de la fabrication moderne. Voici les différentes phases de fabrication dans une fabrique allemande, dont les produits sont un article d'exportation recherché, aujourd'hui comme autrefois. Dans la région des Alpes de l'Allgäu, eut lieu une course cycliste internationale de 100 km à laquelle prirent part l'Allemagne, l'Italie, la Yougoslavie et la Hongrie. Le parcours comportait 60 tours. L'Allemagne remporta la victoire par équipe devant la Hongrie. La victoire individuelle revint à l'Italien Gino Fondi. À la piscine de Prague eurent lieu des luttes captivantes pour les championnats de natation de 1940 du protectorat de Bohême et de Moravie. 7 nouveaux records furent établis.
Un villageois de la province japonaise de Shizuoka pratique depuis 20 ans la pêche de la truite à la main et a acquis ainsi une adresse étonnante. Son record est de 200 poissons à l'heure. Des médecins japonais, sous la conduite du professeur Dr Ishibashi, président de la Société médicale japano-allemande, viennent d'arriver en Allemagne pour y séjourner plusieurs semaines. Les autres japonais s'intéressent pour le super microscope, une invention due au génie inventif allemand. Même des agrandissements au 50 millième donnent des épreuves nettes qui permettent une étude jusqu'alors inconnue du monde des bactéries. Dans des proportions croissantes que les volontaires danois trouvent un travail rémunératif en Allemagne. Le ravitaillement avant le départ en voyage. Joyeux départ de la gare principale de Copenhague. Juste une petite correction, parce que la séquence qu'on vient de voir pourrait donner une fausse image de l'attitude des Danois envers l'Allemagne et envers les Allemands. Parce qu'en général, les Danois étaient plutôt réservés face à l'occupant, et les quelques ouvriers qui sont allés dans le Reich ne sont pas forcément allés comme volontaires. Parce que souvent, on leur a un peu forcé la main, soit en leur coupant les cartes de ravitaillement, dont ils n'avaient plus rien à manger, soit en les arrêtant sous un prétexte futile, et on les relâchait qu'après avoir signé l'engagement. Dans la région de Mazzo Camino, à une vingtaine de kilomètres de Rome, ont été terminés en présence de Deutsche les travaux de régularisation du lit du Tibre. De la jeunesse hitlérienne ont atterri sur l'aérodrome de Banaesa pour rendre une visite aux organisations de la jeunesse roumaine. Envoyé allemand à Pressbourg, Freiherr von Killinger, est reçu par Monseigneur Dr Tiso, président de Slovaquie, en présence du Dr Tuka, président des ministres du pays. Des actions qui se déroulent sur le front africain, les régions de la Somalie britannique ont été, comme l'indiquent les communiqués britanniques, évacuées avec succès.
grande part de ce succès des armées italiennes revient à son aviation qui attaqua sans relâche des camps de troupes, des positions de DCA et de navires ennemis. Les positions allemandes contre l'Angleterre sont installées. De l'artillerie du plus fort calibre, parmi laquelle se trouvent des pièces d'une portée jusqu'alors insoupçonnée, est prête pour l'instant décisif en dernière heure. Nous sommes invulnérables. Hein? Quel est le message, selon vous, Klaus Wenger, de ces actualités qu'on donne aux Français, qu'on montre aux Français de la zone occupée? C'est certainement plus le message de la séduction. Je crois que c'est maintenant le revers, c'est un peu le mépris d'abord, parce qu'on a l'impression que ces actualités sont très bâclées, un peu avec les chutes du journal de la UFA. Mais le message qu'on donne, c'est qu'il n'y a plus de France. La France n'a plus de place pour l'instant, et tout tourne maintenant autour de l'Allemagne. C'est l'Allemagne, le centre du monde, le maître de l'Europe. Et si les Français, la France, veulent avoir un avenir dans l'Europe, c'est bien en se rangeant du côté du plus fort, c'est-à-dire de l'Allemagne. Je crois que c'est ça le message principal. Détournez-vous de l'Angleterre, c'est le dernier sujet, et attendez qu'on vous accorde un rôle dans cette future Europe qui sera, comme on disait cyniquement à l'époque à Berlin, un rôle de parc de Schtroumpf et de potager. Mais il y a quelques sujets déjà significatifs pour nous qui savons la suite. Oui. Les travailleurs en Allemagne, côté danois, les fascistes roumains. Prenons l'histoire du STO un peu. Les fascistes roumains, fascisation lente de l'Europe. Ça, on dit quand même déjà un peu long. Mais alors, on va voir ce que les Allemands ont vu, eux, et c'est assez différent.
Auf einer Donauwerft werden Tankschiffe gebaut. Sie sind für den Öltransport von Rumänien nach Deutschland bestimmt. Fertig in den Spanten. Vorbereitungen für den Stapellauf. Das rund 70 Meter lange 1000-Tonnen-Schiff wird seitlich zu Wasser gelassen. Die Leipziger Herbstmesse, an der sich diesmal 21 Länder beteiligten, wurde zu einem neuen, gewaltigen Erfolg der deutschen Wirtschaft. In 22 Messehäusern boten 6.126 Aussteller ihre Waren an. Die Zahl der erteilten Aufträge stellt einen Rekord dar. Die Wehrmacht gab in einer Sonderausstellung auf dem Augustusplatz eine Darstellung über den großen Sieg im Westen. General der Infanterie Wöllwart, der die Schau im Auftrage des Oberkommandos der Wehrmacht eröffnete. Feldwebel Huber, der kürzlich mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurde. Hier erklärt er deutschen Jungen einen englischen Zweimannpanzer. Die Beutesammlung vor dem Pavillon. In allen deutschen Kohlenbergwerken wird fieberhaft gearbeitet. Es gilt, für den Winter zu sorgen. Hier ein Blick in ein Braunkohlenbergwerk. Ein gewaltiger Bagger schürft mit seinen Eimern im Tagebau die Rohbraunkohle und befördert sie in bereitstehende Waggons. Vom Tagebau geht es in die Brikettfabrik. In einem Vorratsbunker wird die Braunkohle entladen. Nach der Zerkleinerung kommen die Braunkohlenstücke auf diese Rüttelsiebe. Nur feinkörnige Kohle gelangt von hier aus zur eigentlichen Brikettfabrikation. Die gröberen Stücke gehen noch einmal durch Zerkleinerungswalzen. In Trockenhäusern wird der Kohle der größte Teil ihrer Feuchtigkeit entzogen. Ein Röhrentrockner, aus dem die getrocknete Feinkohle herausfließt. Und hier das Presshaus. Jede Presse produziert täglich etwa 120.000 Briketts. In langen Strängen werden die Briketts von der Presse durch diese Brikettrinnen gestoßen. Auf diesem Wege kühlen sie ab und sind nun gefahrlos versandfähig. Die gewaltigen Massen von Kriegsgefangenen in Deutschland werden in immer größerem Umfange nützlicher Arbeit zugeführt. Je nach Eignung und Beruf erhalten sie ihre Beschäftigung zugewiesen. Sie gleichen damit den durch den Krieg bedingten Mangel an Arbeitskräften teilweise wieder aus.
là, je voudrais dire un mot parce que les prisonniers, bientôt à Vichy, on ne parlera que d'eux, parce que pour le maréchal Pétain et pour ceux qui dirigent l'État français, les prisonniers incarnent le malheur absolu, les innocents victimes de la guerre. Et c'est vers eux que va aller toute la sollicitude du régime de Vichy. Alors on les voit ici, et c'est assez intéressant parce que ils n'ont pas encore l'air très malheureux, vu avec le recul du temps. On est obligé de s'excuser de constater ça pour l'instant. Et effectivement, quand on lit la belle thèse d'Yves Durand sur les prisonniers de guerre en France, au début, de façon un peu spontanée, il ne faut pas trop travailler le matin et pas non plus trop l'après-midi. Bien, disent-ils entre eux, ou font-ils? Et les Allemands sont choqués parce qu'ils travaillent plus. Mais les Allemands admirent quand même ces prisonniers français parce qu'ils se disent, ils travaillent moins que nous, mais ils finissent mieux leur boulot. Et c'est ce qui fait que les Français qui travaillent peu ne seront pas si mal vus des Allemands. Alors Yves Durand s'est aussi posé une question très, très intéressante et qu'on ne s'est pas posée souvent. Comment se fait-il qu'il y ait eu si peu de prisonniers au début, en 1940, qui ne se soient pas évadés? Voilà, parce qu'on voit bien que c'est possible de s'évader. C'est pas encore 41-42, et c'est même pas 1917-1918 où il y avait des camps, des forteresses. On se rappelle la Grande Illusion. On voit bien que c'est beaucoup plus souple. Alors, ils sont peu évadés, juge Yves Durand, après une longue enquête, parce qu'ils sont encore sous le coup d'une défaite totalement imprévisible. Ils ont été surpris sans savoir ni où, ni comment, ni pourquoi. Et ce coup sur la tête, ils l'ont toujours, et pour eux, la guerre est finie. Par conséquent, puisque la guerre est finie, on n'a qu'à attendre, l'armistice est conclu, bientôt ce sera la paix, on va rentrer chez nous, pourquoi s'évader? C'est un peu plus tard que l'esprit de résistance va naître dans les camps de prisonniers, et qui s'évaderont, non pas pour prendre la quille, mais pour des motifs patriotiques. Voilà le tournant qu'il va y avoir dans quelques mois. Während die deutsche Luftwaffe in fairem Kampf nur militärische Anlagen des Gegners angreift, belegen die englischen Luftpiraten im Schutze der Nacht fast ausschließlich nicht militärische Ziele mit ihren Bomben. Hier ein Lazarett in Weimar, wo auch auf Goethes Gartenhaus ein Bombenangriff versucht wurde. In Friedrichsruh war die Grabstätte Bismarcks das Ziel. Die von englischen Bomben völlig zerstörte Kirche von Derichsweiler, eine 600 Jahre alte Weihestätte, die unter Denkmalschutz stand. Auch in Berlin richteten sich die englischen Bombenangriffe ausschließlich gegen reine Wohnviertel. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten bewahrte bei allen diesen völkerrechtswidrigen Attentaten eine vorbildliche Haltung. Dank ihrer Disziplin waren die Verluste an Menschenleben in den einzelnen Bezirken nur gering. Die Hilfs- und Selbstschutzorganisationen sorgten unter Lebenseinsatz sofort für die Eindämmung und Beseitigung der Gefahrenherde. Voilà les premières images de ce tournant décisif de ce qu'on allait appeler la guerre des bombes. Parce que ces actualités donnent un nouveau ton. Le ton monte contre l'Angleterre, et c'est d'ailleurs sur ordre de Goebbels que les deux sujets sur Weimar et la tombe de Bismarck ont été filmés pour pouvoir dénoncer l'attitude des Anglais qui ne respectaient même pas les monuments historiques et nationaux des Allemands. Et nous avons vu quelques images de Berlin. Le bombardement de Berlin fut un choc psychologique très important, très grave en Allemagne, parce que Göring, le chef de la Luftwaffe, avait dit un jour, si jamais il y a une seule bombe qui tombe sur Berlin, je voudrais m'appeler Mayer. Et le même jour, le 4 septembre, Hitler annonce dans un discours public que si les Anglais continuaient de bombarder les villes allemandes, la Luftwaffe allait effacer Londres. Ungarn und Rumänien hatten zur Beilegung ihrer Grenzstreitigkeiten Deutschland und Italien um die Fällung eines Schiedsspruches angerufen. Der ungarische Ministerpräsident Graf Teleki wird von dem italienischen Außenminister Graf Ciano und dem Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop im Schloss Belvedere in Wien begrüßt.
Der rumänische Außenminister Manoilescu informiert sich über den Verlauf der neuen Grenze. Ungarn, das durch den Gewaltvertrag von Trianon 102.000 Quadratkilometer seines Landes verlor, gewinnt damit 45.000 Quadratkilometer zurück. Mit dieser Entscheidung haben die Achsenmächte ihren Friedenswillen erneut bewiesen. Im Anschluss an den Schiedsspruch haben Deutschland und Italien die Unverletzlichkeit des rumänischen Staatsgebietes garantiert. Zugleich wurden mit Rumänien und Ungarn Abmachungen über den Schutz der deutschen Volksgruppen getroffen. In Budapest wurde das Deutsche Haus eröffnet. Es soll zum Mittelpunkt des deutschen Lebens in Ungarn werden. Nach dem neuen Grenzvertrag mit Rumänien umfasst die deutsche Volksgruppe in Ungarn rund 3/4 Millionen Menschen. In Erfüllung des deutsch-französischen Waffenstillstandsabkommens wurden jetzt auch die in französisch-Nordafrika interniert gewesenen Deutschen in die Heimat zurückgeführt. Zwischenstation in Madrid. Die Auslandsorganisation der NSDAP nimmt sich der Heimkehrer in fürsorglicher Weise an. Ankunft im Deutschen Haus. Endlich wieder heimatliche Kost. Jeder wird neu eingekleidet. Im deutschen Krankenhaus finden Fieberkranke Hilfe und Genesung. Die deutsche Jugend in Japan traf sich zu einem Sommerlager in Kamikochi am Fuße der japanischen Alpen. Die Quartierhäuser wurden von japanischer Seite zur Verfügung gestellt. In Kopenhagen trafen sich deutsche und dänische Leichtathleten zu einem Freundschaftskampf. Die Mannschaft des Luftwaffensportvereins Berlin, in der sich eine Reihe von Meisterläufern befand, kam zu 4 Siegen. Der Duce besichtigte in der Umgebung von Rom ein Lager freiwilliger Unteroffizierschüler. Den Abschluss der Besichtigung bildete ein Vorbeimarsch im Passo Romano. Und hier der Duce bei den Schülerinnen der Frauenhochschule für Leibesübungen in Orvieto. Diese Jungfaschistinnen legen nach 3-jähriger Studienzeit ihr Staatsexamen als Gymnastiklehrerinnen ab. Die Abschlussarbeiten zu den Tiber-Regulierungen südwestlich von Rom wurden jetzt in besonders feierlicher Weise durchgeführt. Der Tiber erhielt zur Verkürzung seines Laufes ein neues Bett. Auf dem Modell ist deutlich der große Bogen zu erkennen, der jetzt abgeschnitten wird. Der Duce löst die Sprengungen zur Beseitigung der letzten Sperren aus. Die Fluten des Tibers ergießen sich in ihr neues Bett. In einem Feldflughafen. Vorbereitungen zum Feindflug.
Die Bordwaffen werden klargemacht. Fertig zum Start. Unter uns der Hafen von Plymouth. Sturzangriff. Ein englischer Geleitzug wird bombardiert, ehe er noch den Hafen erreicht hat. Einschlag auf Einschlag. Ein großer Frachter steht in Flammen. Und wieder sinkt ein Schiff in die Tiefe. Staffel auf Staffel nimmt ihren Weg nach England. Dieses Kampfgeschwader hat den Auftrag, die Rüstungswerke von Birmingham zu vernichten. Die Engländer schießen mit schwerer Flak. Achtung, das Glas der Bugkanzel ist von einem Granatsplitter getroffen. Die Nacht bricht herein. Vergeblich versuchen die englischen Scheinwerfer, die deutschen Maschinen zu fassen. Jetzt wird nur noch nach Kompass geflogen. Birmingham ist erreicht. Es ist eines der wichtigsten Rüstungszentren Englands. Jeder der hellen Punkte dieser schwierigen Nachtaufnahmen zeigt Einschläge und Brände an. Man sieht, die Industrieanlagen rings um die Stadt stehen in hellen Flammen. Ununterbrochen liegt England unter dem Hagel der deutschen Bomben. Das ist der reizende Krieg, den Lord Derby prophezeite. Deutsche U-Boote kehren von Feindfahrt zurück. Dicht vor den Toren Englands haben sie ihre Stützpunkte. Schlagartig können sie jetzt auf kürzestem Wege eingesetzt werden und die totale Blockade Englands wirkungsvoll durchführen. So versenkten sie, wie der Wehrmachtsbericht vom 1. September meldete, in nur 3 Tagen über 100.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraums. Der Flottenchef, Admiral Lütjens, begrüßt siegreiche Besatzungen. Unsere Schnellboote, die Stukas der See, sind durch ihre überraschenden und blitzartigen Angriffe zu einem wahren Schrecken der englischen Geleitzüge geworden. Hier werden 2 besonders erfolgreiche Schnellbootkommandanten mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Oberleutnant zur See Pimmen und Oberleutnant zur See von Mirbach.
Eine Schnellbootflottille macht klar zum Auslaufen. Torpedos werden übergenommen. Die Boote legen ab. Halbe Fahrt voraus. Große Fahrt. Immer höher wird die Fahrt. Äußerste Kraft. Windspruch einnebeln. Torpedoklappen auf, fertig zum Angriff. Oui, en fait, bientôt, Hitler va annoncer le report du pseudo-débarquement, mais en fait, nous savons que depuis longtemps, il pensait qu'il faudrait y renoncer et qu'il avait espéré vaincre l'Angleterre par les bombardements. Moi, ce qui me frappe, c'est que plus le temps passe et plus on voit de sujets sur la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie. Le montrer en dit long, si j'ose dire, sur ce qui se passe, c'est-à-dire que se prépare la campagne contre l'URSS et que, d'une certaine façon, Hitler joue sa partie diplomatique avec l'Europe centrale. Il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain. Alors, ce qu'on ne dit pas assez aujourd'hui, on parle toujours du traité de Versailles. Et on a raison, puisque c'est du traité de Versailles que sont sorties bien des misères dans l'entre-deux-guerres, et bien des injustices d'ailleurs, puisqu'il était mal conçu. Et on ne parle pas assez des autres, c'est-à-dire Saint-Germain, Trianon, Sèvres, car aujourd'hui... Le dépassement de l'Autriche-Hongrie. Oui, le dépassement de l'Autriche-Hongrie, le traité avec la Bulgarie aussi, et puis le traité même avec la Turquie, parce que, au fond, aujourd'hui, en 1990, ce sont plus les traités de Saint-Germain, de Trianon et de Sèvres qui posent des problèmes à l'Occident. Nous vivons encore les séquelles de la guerre de 14. Bon, avec tout ce qui se passe, on le voit bien, en Europe centrale. Surtout des questions nationales qui ont été mal réglées en 18-19. Exactement. Et alors là, Hitler, qui dit qu'il ne veut pas jouer l'arbitre, en fait, tranche. C'est pas un arbitre, il tranche. Et il tranche en faveur des alliés de 14-18, aucun doute, en faveur des Hongrois, en faveur des Bulgares. Oui. Et les victimes, ce sont les Roumains, qui perdent
côté Bulgarie, qui perdent du territoire côté Hongrie, et qui en ont perdu, et côté russe, puisque les soviets ont raflé la Bessarabie, n'est-ce pas? Suite au traité germano-soviétique. Voilà. Et Hitler dit qu'il ne sait pas. Oui. Hein? Hitler ment comme il parle, il ment comme Staline d'ailleurs, il dit qu'il n'est pas au courant. Il ne connaît pas le protocole qu'il a signé. Il ne connaît pas le protocole qu'il a signé. Quand on lui dit, mais enfin, il dit, oh, moi je ne suis pas au courant, voilà. Je ne suis pas au courant. Et en fait, les soviétiques sont parfaitement au courant, et ça a été la même chose pour les pays baltes, bien sûr. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Hitler voudrait avoir quand même les Roumains avec lui, parce que les Roumains, c'est le pétrole, on l'a vu au début. Les Roumains, c'est quand même un des pays les plus riches, avec la Hongrie sans doute, pour le ravitaillement de l'Allemagne. Et les Roumains veulent essayer de jouer. Ouais. Et j'ai lu le détail, le protocole des rencontres dont il est question. C'est très intéressant, comment le Roumain s'y prend pour essayer d'amener Hitler. Il lui dit à Hitler, mais enfin, chancelier, vous ne pouvez pas nous traiter comme l'ont fait les Russes. Eux, nous ont... Hein, alors Hitler dit, bah, écoutez, si vous vous conduisez bien, pas de problème. Il n'y a pas de problème, on verra plus tard. Et effectivement, plus tard, les Roumains se conduisant bien, c'est-à-dire se fascisant de plus en plus. Jour pair, ils seront fascistes, jour impair, ils seront anti-russes. Hein. Alors finalement, ça va s'additionner. Ils vont tellement bien se conduire que Hitler va leur rendre quelques petits territoires un peu plus tard. Oui, et il faut peut-être ajouter que pour la Roumanie, la situation était devenue beaucoup plus difficile à partir de 38-39, parce qu'elle perdait ses anciens alliés, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Oui. Donc la Roumanie, à cette époque-là, était déjà un peu obligée de se tourner vers l'Allemagne. Et d'ailleurs, c'est déjà au mois de mai 40, donc avant ces arbitrages de Vienne, que la Roumanie avait signé un traité commercial avec le Reich, lui cédant toute sa production pétrolière contre des livraisons de biens de consommation. Oui. Et Hitler, une première fois au mois de juin, il avait refusé un arbitrage en faveur de la Roumanie. Et c'est uniquement là, au mois d'août, où il se rend compte que la Roumanie est pratiquement mûre comme une pomme, qu'elle tombera dans les bras de l'Allemagne, qu'il donne cet arbitrage et qu'il en tire davantage parce que quelques semaines plus tard, il peut envoyer ce qu'on appelait à l'époque des contingents de formation qui avaient comme mission officielle de former l'armée roumaine, mais qui avaient comme mission essentielle de protéger les champs pétroliers en vue de la campagne que Hitler préparait contre la Russie. Oui. Alors le roi Carol a fait dire à Hitler aussi que pour s'associer, comme il le souhaite, lui, pour de bon, de cœur, avec les nazis, avec les Allemands, il aura des difficultés parce que la classe dirigeante dans son pays, il y a beaucoup de juifs qui sont plutôt hostiles à une alliance, évidemment, avec l'Allemagne. Et ces juifs jouent un rôle important dans son pays parce qu'ils ont une place importante dans le commerce, dans l'industrie, etc. Ils sont indispensables. Et Hitler dit non, 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 c'est une idée fausse. Ils sont superflus. On croit qu'ils sont indispensables, mais ils sont superflus. Vous verrez. C'est tout. Ça en dit long. Hein. Ils sont superflus. En 40, il dit ça. Il y a un deuxième lien d'ailleurs entre la Roumanie et le Reich, et l'Allemagne, c'est les minorités allemandes. Il y a eu, à l'époque, il y avait à peu près 1 million d'Allemands en Roumanie qui se séparaient en deux groupes différents, c'est-à-dire les Baltes, les Swabes du Banat, qui étaient déjà venus en Roumanie au IXe siècle, et les Saxons de la Transylvanie, les Siebenbürger Sachsen, qui étaient venus au cours du XVIIIe siècle, et qui entre eux avaient très peu de liens, parce que les uns étaient catholiques, les autres plutôt protestants, mais qui jouaient quand même un peu la courroie de transmission entre le gouvernement roumain, Berlin, parce que dans tout cela, il y avait aussi la négociation, qu'est-ce qu'on va faire avec ces Allemands, le Reich qui voulait les rapatrier, mais pas trop vite quand même, parce que surtout les Swabes qui étaient là depuis le IXe siècle étaient difficilement intégrables parce qu'ils parlaient pratiquement plus allemand. Et c'était une question où c'est un processus d'émigration des Allemands de la Roumanie vers l'Allemagne qui a commencé en 40-41 et qui se solde pratiquement aujourd'hui, parce que maintenant il y a encore quelques dizaines de milliers là-bas, et peut-être à la fin de l'année prochaine il y en aura très très peu, pratiquement plus. Mais au fait, il y a d'autres minorités encore allemandes aujourd'hui.
en Europe centrale. Ah oui. Alors, on n'en parle pas tellement. Pourquoi? On en a parlé beaucoup il y a 1 an ou 1 an et demi. En Pologne. En Pologne, mais on en a parlé. Il y a eu même un très grand débat public, très controversé. Est-ce qu'il fallait en priorité accueillir ces minorités allemandes ou est-ce qu'il fallait accueillir les réfugiés politiques d'autres pays? Et aujourd'hui, on en parle un peu moins parce qu'on sait que si on insiste trop sur cette question, on risque quand même de réveiller des soupçons dans ces pays contre l'Allemagne, surtout à ce moment où on parle de l'unification de l'Allemagne, de la Grande Allemagne. Enfin, il serait peut-être plus prudent de ne pas trop soulever la question de ces minorités. Et si vous voulez, la politique a un peu changé. Il y a quelques années encore, on disait il faut les faire revenir parce qu'ils n'ont pas d'avenir chez eux. Maintenant, on essaie quand même de négocier avec ces pays en question des droits pour ces minorités pour qu'ils puissent vivre leur identité culturelle allemande dans leur pays. C'est ce qu'on essaie de conclure avec la Pologne, avec la Hongrie, aussi pour les quelques dizaines de milliers en Roumanie. Donc il y a un changement. Oui, parce que le changement, c'est que pendant la période que nous traitons, les Allemands exigeaient des droits pour leurs minorités ailleurs, mais ils ne reconnaissaient pas aux minorités des autres, chez eux, des droits. Par exemple, les Tchèques, une fois annexés, n'avaient aucun droit. Alors que maintenant, ils sont disposés à accepter le principe de ces droits. Oui, parce que maintenant, on réfléchit quand même un peu plus en dimension européenne. Enfin, l'expérience historique, mais aussi dans une dimension européenne, où toutes les populations ont leur place, toutes les ethnies. Si la connaissance de l'histoire servait à quelque chose pour régler la question allemande, ce ne serait pas si mal. C'est vrai.